Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro. Il y a 5 ans, jour pour jour, Samuel Paty, professeur d'histoire au collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine, succombait à l'attaque terroriste et barbare d'un islamiste d'origine tchétchène. Sa hiérarchie et certains collègues l'avaient lâché, voire pire. Pourquoi l'État a-t-il failli dans la protection de son serviteur? Autant de questions que se pose encore sa sœur Michaëlle. Elle témoigne spécialement sur le plateau de Point de Vue, aujourd'hui aux côtés de son avocate. 271 voix contre la motion de censure des Français, la motion de censure déposée par la France Insoumise et Sébastien Lecornu qui sauve son poste. La motion de censure des députés, elle, n'est pas votée. Celle des Français est adoptée contre le gouvernement Lecornu. Sondage Odoxa Backbone sans appel. On commente les chiffres et les analyses des internautes avec la spécialiste dans ce domaine, Véronique Reissoult. Et puis, la fin du monde ou la fin du mois, que craindre le plus? Alain Bauer scrute dans son dernier livre ces deux angoisses existentielles et leur confrontation. Il nous donnera ses conclusions et son point de vue. Bonjour Michaëlle Paty. Bonjour. Bonjour Karine Chaix. Bonjour Monsieur Roux. Michaëlle Paty, vous venez spécialement pour l'occasion à Paris. Nous sommes le jeudi 16 octobre. Dans quelques heures, cela fera exactement 5 ans, jour pour jour, heure par heure, que votre frère Samuel, sortant des cours, est poursuivi et sauvagement assassiné par Abdullah Kantzarov. Comment vous avez appris la nouvelle déjà ? Alors cette nouvelle a été apprise par l'ensemble de ma famille, je dirais avec beaucoup de retard, puisque nous n'avons été informés officiellement par les forces de police que mon frère donc avait été décapité, parce que n'ayons pas peur des mots tout de même, il était un peu après minuit. En fait, les informations nous ont été parvenues principalement donc par la presse, qui avait commencé donc à parler. Vous êtes en train de me dire, Michaëlle Paty, que vous apprenez en regardant la télévision, par Internet, par la radio. Oui, effectivement. La mort de votre frère. Et pourtant, dès que les premières informations ont commencé à circuler donc, dans la presse, je me suis évertuée à appeler le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine en déclinant mon identité, demandant à ce qu'on la vérifie pour montrer officiellement qui j'étais, que j'étais bien la sœur de Samuel. Et pour autant, personne n'a voulu me porter d'informations. À quoi attribuez-vous ça? Est-ce qu'on vous a donné des explications depuis? Non, on ne m'a pas donné d'explication à cette confirmation, je dirais, tardive, beaucoup trop. Ça a été une attente très très longue, puisque moi, l'inquiétude a commencé à grandir vers 20h quand mes parents m'ont appelé. Moi, j'étais de garde au bloc opératoire, donc en fait, j'étais pas sur des réseaux, j'étais pas en train de regarder une chaîne d'information. Ça a été 4 heures d'attente très très longue. On ne m'a pas spécialement expliqué, mais c'est vrai que c'était dommage de voir écrit Samuel P., 47 ans, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, dans la presse. Donc, être sûr et en même temps, attendre. Attendre. Plusieurs procès ont eu lieu. Oui. D'abord celui de l'élève qui a proféré les fausses accusations, 18 mois de sursis probatoire. Celui des élèves qui ont renseigné et aidé l'assassin à commettre ce crime et cet attentat, des peines de 14 mois de sursis à 2 ans ferme aménagées. Et un autre l'an dernier contre les complices d'Anzorov et des 2 hommes à l'origine de la campagne islamiste ayant conduit à la mort de votre frère. Les peines ont été d'1 an à 16 ans de prison. Un procès en appel est prévu à partir de janvier prochain sur ce volet. Est-ce que vous l'appréhendez? C'est forcément un moment qu'on appréhende, puisque pourquoi tout est remis en jeu. Un procès en appel, sur les 5 semaines de procès, on va repartir de zéro. On va devoir réexpliquer l'enchaînement causal pour qu'on en arrive à l'attentat contre mon frère. La défense sera toujours là pour se défendre et non pas faire preuve d'une forme de participation à la vérité. Donc en fait, c'est revivre des choses qui étaient déjà éprouvantes l'année dernière, qui ne le seront pas moins cette année en fait. Qu'est-ce qui a été éprouvant l'an dernier? C'était de revivre ces instants, ou bien il y a eu d'autres choses qui vous ont atteint? Il y a eu d'autres choses qui m'ont atteinte, c'est que personnellement, il y a eu 2 événements qui ont été très marquants pour moi.
c'est que donc, le père, donc Brahim Chnina, le père de la jeune fille menteuse qui était donc jugée, a osé à un moment se clamer être lui-même victime de terrorisme, suite au départ d'une de ses sœurs en Syrie. J'ai trouvé cela très indécent. Un autre moment qui était très gênant, c'est quand M. Sifrioui s'est comparé lui-même. Donc qui a été vraiment l'instigateur de la campagne. C'est celui qui a en tout cas essayé de faire monter, je dirais, le plus la sauce sur les réseaux et motivant Brahim Chnina à continuer à recruter des témoignages presque quotidiennement. Donc lui, il s'est comparé à être Jean Moulin. Et que Jean Moulin, si pour les Français c'était un résistant, par contre pour les Allemands, c'était peut-être un terroriste. Les propos sont particulièrement gênants. Je vous avoue qu'à ce moment, j'en ai fait une sortie de salle. Parce que pour moi, c'était inaudible. Et vous craignez que ça se reproduise cette fois-ci? Oui, oui. Alors peut-être qu'on aura d'autres comparaisons, mais on aura la même chose en fait. Le tout, c'est que j'espère qu'à minima, les condamnations ne seront pas abaissées. Il y a d'autres poursuites que vous avez enclenchées avec Maître Karine Chaix. Vous visez l'État. L'État n'a pas reconnu ses torts? L'État, pour l'instant, n'a absolument rien reconnu. C'est en cela qu'avec Maître Chaix, cette procédure a été lancée. Je dirais que depuis cet événement, il n'y a pas eu du tout de... les choses n'ont pas été mises à plat. Donc, si les choses ne sont pas mises à plat, comment voulez-vous que des mesures correctives puissent sortent de tout ça? C'est impossible. C'est surtout le sens de cette procédure qui est lancée. C'est pas une volonté de condamnation, c'est une volonté que des mesures soient prises pour que de pareils événements ne puissent plus se produire. Techniquement, Maître Karine Chaix, quelles sont les procédures qui ont été enclenchées? Alors, nous avons enclenché ces procès contre l'État, c'est-à-dire les ministères de l'Éducation nationale et de l'Intérieur, et contre la ville de Conflans-Sainte-Honorine, parce qu'effectivement, le silence et la carence à agir ont permis aux terroristes de frapper, à la barbarie d'avancer. Et ce que nous attendons, c'est que la justice reconnaisse ces manquements et que l'État et les autorités publiques les regardent en face et cessent de se défausser sur d'autres responsabilités. Les fautes qui sont objectives dans ce dossier sont très nombreuses. Et elles se résument d'abord à une évidence. Samuel Paty a été longuement menacé, gravement menacé, par des islamistes, accusé de blasphème. Il a été la victime d'un récit mensonger et pour autant, rien n'a été fait. Il n'y a eu ni soutien officiel, c'est-à-dire pour mettre un terme au mensonge, au récit mensonger de discrimination de l'élève qui s'est propagé sur les réseaux sociaux, aux appels à la haine qui s'en sont suivis. Il n'y a eu aucun communiqué de l'institution, de l'école, du rectorat pour mettre un terme à ce mensonge et donc éviter que la haine ne se concrétise. Il y a eu un défaut également de protection tout aussi manifeste, puisque en présence d'un péril grave, connu, répété, provenant d'islamistes identifiés, l'État a une double obligation légale, pas simplement morale, une double obligation légale en tant qu'employeur public de protéger son agent et en tant que responsable de la sécurité, et donc là c'est le ministère de l'Intérieur, également d'assurer une protection d'un fonctionnaire menacé et de sécuriser le collège qui était également menacé. Qu'est-ce que vous, Michael Paty, vous reprochez à l'État et à ces deux institutions, l'Éducation nationale et le ministère de l'Intérieur? Moi, ce que je pourrais... Et la commune de Conflans. Ouais. Moi, ce que je pourrais résumer, c'est que je n'arrive pas à comprendre pourquoi personne n'a pris fait et cause pour mon frère. C'est totalement invraisemblable et c'est ce qui continue de se produire à l'heure actuelle. On attend... Ça continue de se produire? Je dirais que oui. Beaucoup d'enseignants, et on le voit, que l'enseignant est quelque part un peu toujours considéré fautif s'il y a un trouble qui se produit. Au mieux, il est exfiltré. Je dirais que c'est complètement une fuite en avant. Et par contre, la personne qui a pu
émettre, je dirais quand même, beaucoup de fois, puisque il y a l'autonome de solidarité laïque qui a soulevé qu'à l'heure actuelle, on avait quand même une augmentation de 23% des faits de signalement des enseignants qui sont victimes d'agressions ou autres, avec notamment le chiffre qui a été triplé des propos diffamants, de diffamation. Et quand un prof est accusé, même alors que la plupart du temps, ça se voit que c'est flagrant, que c'est faux, le prof est exfiltré et au mieux, l'élève a un conseil de discipline avec, ce que je ne savais pas encore peu, c'est qu'on peut bénéficier d'une exclusion avec sursis. Donc j'aimerais savoir quel est le sens d'une exclusion avec sursis. On ne condamne plus, il n'y a plus de réelle réprimande. Donc je pense qu'en étant aussi laxiste, même au sein de nos écoles, c'est impossible d'enrayer le phénomène. Il y a eu, au niveau de l'école, au niveau de l'Académie de Versailles, un certain nombre de polémiques, notamment de mise en cause de personnel, de hiérarchie et de collègues de votre frère qui ne l'auraient non seulement pas soutenu, mais même lui auraient reproché d'avoir parlé, évoqué de ces caricatures, ce qui va conduire à l'issue tragique que l'on connaît. Est-ce que vous avez eu des explications? Est-ce que vous avez lancé des poursuites d'ailleurs dans ce domaine? Et est-ce que vous avez eu des explications des personnes concernées? Alors les personnes concernées, je dirais que se sont expliquées eux-mêmes, avant même que je les sollicite, dans un rapport qui avait été sorti par l'Éducation nationale. C'était une enquête administrative qui avait été diligentée et qui a été assez bâclée, puisque l'enquête a été bouclée en 15 jours. C'était quand même assez compliqué de faire le tour de la question en seulement 15 jours. Voilà, où eux ont donné leur version des faits qui, en résumé, dans ce rapport, c'est qu'ils estiment qu'ils ont agi comme ils devaient agir et qu'ils ont tout fait pour essayer d'aider mon frère. Sauf que dans les faits, le fait d'envoyer un référent laïcité à mon frère pour lui expliquer qu'il ne maîtrisait pas les règles de laïcité, c'est quand même une prise en charge totalement lunaire par rapport aux événements. Est-ce que cette question-là est au centre des poursuites? Non, c'est pas forcément le centre des poursuites, mais c'est quelque chose qui sera forcément abordé. Karine Chaix. Alors, dans notre recours, on a fait état de l'ensemble des manquements et ils sont extrêmement nombreux. Donc, il y a également, mais on ne va pas pouvoir tous les évoquer, je pense, par manque de temps, il y a également cette fiche, le fait établissement, qui a été rédigé à l'envers par la principale, puisqu'elle a accusé Samuel Paty d'être l'auteur du manquement et elle a identifié comme victime les élèves. Donc forcément, le traitement ensuite de la crise s'est trouvé mal orienté dès l'origine par une fiche faite à l'envers. Il y a eu bien sûr ce référent laïcité qui, à tort, a cru devoir faire la leçon sur la laïcité au lieu que l'institution apporte son soutien à Samuel Paty. Il y a eu également le fait que le collège a ouvert les portes à cet islamiste qui s'est quand même présenté en Camille et comme le représentant des imams. L'école n'a pas à faire rentrer des intégristes religieux en son sein. Parler de Sefri, oui. Pour traiter un incident ou en tout cas une réclamation de parents. Il y a eu toujours au sein de l'institution scolaire d'autres manquements. Il y a eu la ville de Conflans, nous l'avons brièvement évoqué, le maire a été alerté, il connaissait parfaitement la situation. La police municipale, l'une de ses premières missions, c'est de prévenir les troubles à l'ordre public. Il y avait des menaces réelles, avérées, constantes et graves de troubles à l'ordre public. Il a délibérément fait le choix de ne pas mobiliser sa police municipale et nous en avons eu la confirmation lors du récent procès l'année dernière et c'est la raison pour laquelle nous avons enclenché ce procès plus tardivement. Mais vous citez des individualités. Est-ce que c'est là est-ce que c'est les fautes est-ce que c'est pas simplement les fautes d'individualité plus que les fautes d'un système? Moi, ce que j'en pense, c'est que globalement, on crée bien le système dans lequel on est, en fait, de notre façon de fonctionner.
Ce qui s'est passé, je dirais, je vais reprendre les termes juridiques, c'est une sorte d'enchaînement causal, en fin de compte. C'est qu'à partir du moment où le premier a dit « il faut apaiser la situation », c'est que, globalement, toutes les personnes qui auraient pu agir n'ont eu que de volonté que de dire que la situation était apaisée. C'est la situation... c'est le syndrome pas de vague dans sa version. Voilà, qui est assez généralisé dans... Qu'est-ce que vous dites? J'attends que la responsabilité de l'État soit reconnue. Qu'est-ce que vous attendez vraiment concrètement de ces poursuites? Est-ce que vous attendez un procès? Est-ce que vous attendez une condamnation? Alors j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Moi, ce que j'attends, en fin de compte, parce que qu'ils le reconnaissent, qu'ils ont, à leur manière, donné une perte de chance à ce que Samuel reste. Vous y croyez? Moi, j'y crois. Le fait même que vous lanciez des poursuites sur ça prouve qu'il n'a pas eu cette expression de reconnaissance jusqu'à présent. Tout à fait. Donc, tout le procès ou toutes les poursuites, pour ceux qui sont visés, vont consister, en tous les cas, ils vont se défendre en ne voulant pas reconnaître. Alors, ils vont se défendre ou ils ne vont pas se défendre. Et je pense que l'attitude la plus digne de l'État, après avoir refusé de reconnaître officiellement sa responsabilité, serait peut-être de ne pas se défendre. Et cela fait 15 mois que nous avons introduit le recours. Pour l'instant, nous n'avons pas de mémoire en défense. Donc, l'État peut-être laissera le juge décider sans prétendre qu'il a rempli ses devoirs élémentaires, puisque tel n'a pas été le cas. Et ce procès, au-delà bien sûr de l'exigence de vérité et de justice, c'est aussi pour restaurer le sens des responsabilités. Parce qu'avec cet attentat de Samuel Paty, la République n'a pas seulement perdu un enseignant, c'est aussi l'État qui a perdu la conscience même de son devoir de protection et du sens de sa responsabilité à protéger. 3 ans plus tard, quasiment jour pour jour, le 13 octobre 2023, Dominique Bernard à Arras, professeur de français, est assassiné par Mohamed Mogouchkov, un islamiste d'origine ingouche, dans la cour de son lycée. Que vous dites-vous en apprenant cette nouvelle? C'est encore la presse qui me l'a annoncé, mais cette fois... puisque j'ai quand même créé quelques liens, c'est des journalistes qui m'ont carrément appelé. Qui étaient... Moi, mes premiers mots, ça a été, ils ont recommencé. J'avais lancé, déjà, je dirais, des cris d'alerte, avec cette possibilité, justement, que le séisme qui est arrivé à mon frère pouvait y avoir des répliques. Globalement, je pense que les uns et les autres n'ont pas pris l'ampleur de la menace qui était à l'heure actuelle sur notre école. Moi, je pense que... C'est quoi cette menace? On a un entrisme des islamistes qui veulent mettre à mal notre école. Parce que l'école, c'est celle qui forge, en fin de compte, nos adultes de demain. Avec des professeurs qui, comme mon frère, et ils sont nombreux, tout le monde ne s'y résigne pas, à essayer de leur apprendre l'esprit critique, à essayer de les faire grandir et à faire comprendre que d'être libre en France, c'est notre priorité. Donc, eux veulent s'attaquer justement à la liberté, parce qu'ils n'en veulent pas. Et peut-être pour poursuivre effectivement, ce qui est aussi très révélateur de la situation, de cet emprisme et de ce communautarisme qui explose, un professeur sur 2 déclare s'auto-censurer. Et c'est quand même un comble au pays de Voltaire. Ceux qui sont chargés d'enseigner la liberté n'osent pas parler librement. Et pourtant, un autre chiffre qui a été rappelé, mais les demandes de protection fonctionnelle explosent. Qu'est-ce que vous appelez les demandes de protection fonctionnelle? Lorsqu'un enseignant est attaqué, est diffamé, est menacé, il fait une demande de protection fonctionnelle qui est pas simplement, comme souvent c'est caricaturé, la prise en charge des honoraires de l'avocat pour se défendre, mais également le soutien officiel de l'institution qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire arrêter les faits dont est victime l'agent. Et donc la conjonction de ces 2 chiffres montre à quel point, effectivement, d'abord, la peur ne fait que grandir,
à mesure... Donc ce que vous êtes en train de me lire, Karine Chaix, c'est que les leçons des assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard n'ont pas été tirées. Alors moi, je ne peux pas dire qu'elles n'ont complètement pas été tirées, mais elles ont été très insuffisamment tirées. Et j'ai également des exemples professionnels, alors qui sont parfois un prisme déformant, mais qui disent quand même quelque chose de la situation du pays. Et je défends des professeurs d'enseignement supérieur également, qui sont accusés d'islamophobie, non pas pour ce qu'ils ont fait, ou même pour ce qu'ils ont dit. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, actuellement. Mais simplement pour ce qu'ils représentent. Qui lance les accusations? Qui lance des étudiants. Des étudiants. Et simplement pour ce que ces professeurs représentent, c'est-à-dire le savoir libre, le droit de questionner. Et que fait la hiérarchie universitaire? Elle cède, elle plie. Dans un cas, elle est même allée jusqu'à modifier ses règles internes pour céder à la pression d'une étudiante accusatrice. Où ça? Je ne suis pas autorisée pour l'instant à le dire parce que nous sommes encore en train d'essayer d'obtenir le soutien complet. Et dans un autre cas, la hiérarchie universitaire a demandé à l'enseignant de s'auto-censurer et lui a retiré ses cours pour faire taire la contestation étudiante communautariste. Et peut-être enfin un dernier exemple éloquent, cette fois-ci qui concerne l'institution scolaire. J'ai accompagné un professeur de confession juive qui avait trouvé dans sa salle de classe une croix gammée, gravée. Il a alerté la direction, le rectorat, rien n'a été fait, aucun communiqué aux parents, aucun communiqué aux élèves. Par peur, il a lui aussi, sans connaître le geste de Samuel Paty, glissé un petit marteau dans sa sacoche pour se rassurer. Et que s'est-il passé ? Il a été convoqué, on lui a reproché le marteau. Donc on blâme ceux qui ont peur au lieu de blâmer, d'accuser, de sanctionner ceux qui accusent, ceux qui intimident. C'est un renversement, encore une fois, total du bon sens et des valeurs. Pourtant, Mickaël Paty, plusieurs hommages ont été rendus, plusieurs établissements ont pris le nom de Samuel Paty. Finalement, quelque part, ne vous dites-vous pas que pour barbare, pour terrible qu'a été cet assassinat, au moins le sacrifice n'a pas été vain? Je dirais que les hommages, les inaugurations, qui sont multiples, qui sont nécessaires, c'est... je pense que c'est pas suffisant. Les minutes de silence sont impératives également, notamment pour la journée d'hommage qui vient d'avoir. C'est un moment important, la minute de silence, parce que pour faire un petit peu de pédagogie, c'est quand même un moment de recueillement qui, justement, dans une communauté diverse, enlève tous les hommages qu'on pourrait mettre religieux. En fait, c'est un langage universel, le silence. C'est tout le monde qui honore un mort. Mais je dirais que honorer nos morts exige aussi des vivants. Exige des procédures qui ne sont pas du tout menées à l'heure actuelle, que le soutien aux professeurs, je dirais, devrait émaner également de la société civile, avec que les mairies, les communautés, les associations soient là pour rendre un peu des lettres de noblesse au monde enseignant et également défendre la laïcité. Qu'avez-vous découvert ou appris sur votre frère après sa mort? En fait, moi, après sa mort, de toute façon, ça a été mon lot quotidien. C'était effectivement de pouvoir retracer les 11 jours qui avaient pu précéder l'attentat, essayer de comprendre au maximum les agissements ou les non-agissements des personnes qui avaient pu graviter autour. Moi, dans les souvenirs que je garderai toujours, c'est d'ailleurs quelque chose que j'attends qu'on me rende à l'issue du procès, parce qu'on peut récupérer des choses. Donc moi, je vais récupérer 2 choses. Son livre de blagues et également son petit carnet où il notait tous les jours donc son emploi du temps, mais également des petites annotations. Et il écrivait assez mal, c'était parfois dans tous les sens, donc ça m'a pris un peu de temps pour l'éplucher, ce carnet. Mais les choses qui m'ont le plus marqué, c'est le fait qu'à un moment, il ait écrit mot pour mot « me faire escorter par ». Ça, c'est quelque chose de terrible, parce que le mot « escorter » a un sens, et mon frère savait utiliser les mots. Donc le fait d'utiliser ce terme «
escorté, ça montre à quel point il se sentait menacé. Ça, c'est quelque chose de terrible. C'est depuis toujours avoir le sentiment qu'il a vécu dans une terrible solitude, souffrance, isolement, et ça prouve qu'il se savait menacé. Son courage vous a-t-il étonné? Non. Non. Non, là, je le reconnais bien. Et puis, surtout, parce que beaucoup n'ont pas compris, mais pourquoi il n'est pas resté chez lui, pourquoi il n'a pas pris de vacances, pourquoi il ne s'est pas mis en arrêt maladie. Mais pour lui, ça aurait été renoncer. Ça aurait été dire aux autres, vous avez gagné. À quelle qualité de sa personnalité vous vient à l'esprit quand vous pensez à lui? Le courage. Merci beaucoup, Mickaël Paty. Merci, Karine Chaix. Un hommage sera rendu le 21 octobre prochain pour les 5 ans de la mort de Samuel Paty. Ce sera bien sûr à vivre en direct sur le site du Figaro. En attendant, on vous recommande Le cours de Monsieur Paty. C'est le livre que vous avez écrit avec votre consoeur Émilie Frèche sur justement la base de ce qu'a écrit votre frère Samuel. Et bien évidemment, c'est un livre non seulement à lire, à garder et bien évidemment à offrir. Merci beaucoup, merci de votre témoignage, merci d'être venu spécialement sur le plateau du Figaro TV pour nous parler de votre frère Samuel. Et bien évidemment, nous pensons à lui et nous pensons à son sacrifice. Merci, Karine Chaix. Merci. Je vous le disais en titre, les Français ont tranché. Pour eux, le gouvernement, le cornu, c'est niette. Par contre, ce n'est pas le cas des députés puisqu'ils viennent de rejeter les 2 motions de censure. Question donc, les Français sont-ils entendus par les orateurs qui se sont succédés ce matin à la tribune pour débattre des motions déposées par la France Insoumise et le Rassemblement National? Élément de réponse avec les extraits et ensuite avec Véronique Reissout de Backbone Consulting. Il y a maintenant à nouveau des frondeurs socialistes. Donc voilà, j'observe qu'il y a aujourd'hui l'essentiel de ceux qui ont été élus sur le programme de rupture du nouveau Front populaire qui respectent ce programme et qui aujourd'hui votent la censure. C'est ça qui m'importe. Monsieur le Premier ministre, en préambule de cette intervention, je veux aussi vous dire que notre non-censure d'aujourd'hui n'est évidemment en aucun cas un pacte de non-censure. En ne joignant pas ce matin nos voix à la censure, nous faisons le pari que vous continuerez à le comprendre dans le débat budgétaire qui vient. Sur la suspension des retraites, je vous le dis solennellement ce matin, il n'y aura pas d'entourloupe ou de ruse procédurale. Après votre accord avec Jean-Luc Mélenchon au second tour des législatives, c'est aujourd'hui donc à Olivier Faure que vous devrez peut-être votre maintien temporaire aux affaires. Un dirigeant visionnaire qui jusqu'à hier ne savait même pas par quel véhicule juridique allait être suspendu, puisque c'est là l'objet de l'accord de la honte conclu par les socialistes, la réforme des retraites d'Elisabeth Borne. Le Rassemblement national, lui, attend le jour de la dissolution avec une impatience croissante. Et c'est Backbone maintenant. Bonjour Véronique Reissout, c'est Backbone maintenant. Hein, voilà. C'est Backbone. Et vous avez fondé Backbone, et Backbone qui vient d'ailleurs de fusionner. Longue vie à Backbone, qui est l'un des partenaires du Figaro pour un sondage hebdomadaire. Et justement, on peut rentrer dans les détails, nuancer, dire les uns, les autres, on fait ci, on fait ça. Mais une chose est sûre, à l'inverse des députés, les Français, dans leur majorité, sont favorables à la censure. Alors oui, c'est toujours la même histoire, c'est qu'il y a des nuances selon... oui, j'étais sûr que vous alliez me dire ça. Bah, oui, enfin, 52%. Hein, 52% des Français. 52% des Français. Après, si on rentre dans le détail, évidemment, les LFI et les LR sont de loin beaucoup plus défavorables, parce que vous avez 65% LFI, 82% RN. Après, là où c'était compliqué, c'est pour ceux qui étaient dans cette zone d'ombre qui faisait que, globalement, on s'est posé la question jusqu'à ce matin de ce que pouvaient potentiellement voter les députés. Vous avez 39% qui étaient favorables chez les LR, évidemment 18 Renaissance, les écologistes 55% et le PS 43%. Donc c'était en dessous des 50, mais on voyait bien que c'était pas si simple que ça. Oui, c'est ça qui est... Il y a plein d'enseignements intéressants. Ce matin, il y a très peu il y a quasiment pas de députés LR qui ont voté la motion de censure. Il y en a un, c'est ça. Un seul, aux dernières nouvelles. On confirmera ça dans le courant de l'après-midi. On précise qu'on fait cette émission à la mi-journée. Mais en tous les cas, c'est vraiment résiduel. Et c'est un enseignement intéressant par rapport au sondage, c'est que les sympathisants LR, eux, sont plutôt alignés sur les députés.
C'est-à-dire que les militants, eux, étaient contre un soutien du gouvernement, des députés LR au gouvernement. En revanche, les sympathisants, eux, sont plutôt favorables. En tout cas, ils n'étaient pas favorables à la censure. Il y a toujours une notion qu'on a du mal à... Enfin, qu'on oublie quelquefois dans les analyses, qui est un militant, c'est pas un sympathisant. Un militant, c'est quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui va sur le terrain, c'est quelqu'un qui a des convictions fortes et qui a choisi d'adhérer à un parti et qui a choisi de militer et donc d'essayer d'aller convaincre les autres. Trois députés LR ont voté la motion de censure du RN et de l'UDR de l'UDR d'Éric Ciotti, pardon. Mais ce qui raconte aussi quelque chose, parce qu'on savait que celle-ci avait peu de chances d'aboutir. Après, un sympathisant, c'est quelqu'un qui est convaincu à un moment donné, qui se sent proche des idées, qui est convaincu au moment du vote et ce sont des gens qui ont voté pour un parti à un moment donné. On sait que vous pouvez être proche à un moment d'un parti, voter pour lui, et à l'élection suivante, pour une raison de personne, de circonstances, les choses évoluent. Donc les sympathisants sont souvent plus modérés. Donc il est assez logique que les sympathisants étaient plus favorables plus défavorables à une motion de censure que les militants. Pour autant, ça ne veut pas dire que tout le monde soit très content de la situation. C'est plus globalement une envie de paix. Ah oui, alors on va justement, on va voir. D'abord une question peut-être, Véronique. Comment la motion de censure a été débattue et abordée sur les réseaux sociaux ? En fait, il y a une espèce de lassitude des Français. Il y avait deux éléments qui ressortaient très fortement, quelles que soient finalement les positions et les applications partisanes. Le premier, c'est ce sentiment que c'était un débat pour défendre leur poste plus que la réalité de défendre leur intérêt, même si l'ensemble des députés, quelle que soit leur position politique, rappelait qu'ils faisaient ça au nom des Français. Les Français disaient nous, on a plutôt l'impression que vous faites ça au nom de vos postes. Donc ça n'a fait que renforcer une défiance qu'il y a envers les politiques et l'impression que dans le fond, ils s'intéressent plus à leur cas personnel qu'au cas des Français. Ça, c'était la première des choses. Et la deuxième, c'est une forme d'inquiétude qui montait fortement. C'était même plus de la colère, une inquiétude autour de pas de budget. Parce qu'ils ont vu la dernière fois que ça a des conséquences sur la vie quotidienne. Une inquiétude aussi sur le fait que s'il n'y avait pas un gouvernement pour discuter du budget, ça passerait par des ordonnances, puisque aujourd'hui les Français ont eu la chance de pouvoir maîtriser un peu mieux le contexte parlementaire et les conséquences des votes et des non-votes. Donc globalement, une envie pas tant de ce gouvernement, mais d'un gouvernement. Et puis vous avez quelque chose qui est assez paradoxal, c'est que M. Lecornu, lors de sa prestation télévisée au journal de 20h sur France 2 il y a 10 jours. Exactement. Avait plutôt été, il y a une semaine, oui, nous vivons dans un espace-temps, on a l'impression que c'est ça, avait plutôt été apprécié. C'est-à-dire que les mots qui étaient associés étaient des mots plutôt flatteurs. Alors justement, c'est très intéressant parce qu'il y a plein d'enseignements dans le sondage et on peut y revenir. Il y a quand même une chose, CORN et à LFI, que la motion de censure est soutenue, et le plus soutenue, mais c'est très intéressant, c'est qu'elle est encore plus soutenue au RN qu'à la France Insoumise. Pourquoi ? 82% pour le RN et 65% pour LFI. Pourquoi ? Parce qu'en fait, LFI, ils sont confrontés à quelque chose qui est compliqué. Le premier, c'est que le PS et les écolos font partie d'une coalition avec eux, donc c'est toujours compliqué. Faisait. Mais le faisait fait qu'il y a eu un moment quand même quelque chose de proximité. Donc c'est plus compliqué. Ensuite, la raison pour laquelle le PS met en avant le fait qu'il ne fallait pas voter, c'est qu'ils avaient obtenu cette fameuse suspension de la réforme des retraites, qui était quand même un point aussi important pour les sympathisants LFI. Donc il est assez logique qu'ils soient un peu moins fortement dans une logique aussi forte que celle que peuvent avoir les sympathisants RN. Et les sympathisants RN, c'est non seulement ils n'ont pas envie de soutenir ce gouvernement, mais ils ont l'impression d'être systématiquement ostracisés, donc ça renforce aussi l'hostilité. Le socle d'hostilité est encore plus fort. Une tendance très forte se dégage, c'est la désapprobation quand même de la reconduction de Sébastien Lecornu. C'est ce sentiment, on vous annonce quelque chose de changeant, c'est pour ça que je vous disais, ce qui est intéressant, c'est que l'homme en soi est plutôt... Oui, c'est le paradoxe, Véronique, c'est que la personne du Premier ministre est plutôt appréciée, mais une majorité de Français ne le considère pas comme un bon Premier ministre. Mais en fait, ils considèrent que... Considèrent quoi ? Que c'est une erreur de casting ?
Non, il considère qu'il faudrait un changement et qu'à partir du moment où il a été nommé une fois et être renommé, ça veut dire que pourquoi avoir démissionné, ce sentiment que c'est cette petite organisation et que c'est de la com-pol et c'est pas du tout ce dont les Français ont envie. Alors justement, est-ce que dans cette reconduction, est-ce que dans cet écart entre ce que voulaient les Français, la majorité des Français et le vote que l'on vient de voir à l'Assemblée nationale, les deux votes qui sauve la tête de Sébastien Lecornu, on voit qu'il y a à chaque fois un écart. Est-ce que, finalement, on n'est pas dans une situation que j'appellerais la situation du référendum de 2005 ? C'est qu'il y a un écart qui risque de se creuser entre l'opinion et de l'autre, l'Élysée, Matignon, et je cite Sébastien Lecornu, cette majorité absolue de députés sur la dissolution de l'Assemblée. Autrement dit, je vous précise ma question, le pari d'Emmanuel Macron, c'est ce que révèle notre confrère Louis Osalter, le pari, je pense, de Sébastien Lecornu, d'après ce qu'on pouvait entendre dire, c'est qu'on peut retourner l'opinion. Mais est-ce que là, avec ce qui est en train de se passer, c'est l'écart qui risque pas d'être creusé ? En fait, c'est un peu comme si l'opinion avait envie d'avoir envie, mais dans le fond, ils ont... Mais elle a envie d'avoir envie de quoi ? Elle a envie d'avoir envie d'un débat parlementaire apaisé, de débats à peu près clairs et de quelque chose qui revient à une forme de normalité. Et ils ont aussi envie d'avoir envie d'être écoutés. Et d'être écoutés, c'est qu'on prenne le temps du débat, qu'on prenne le temps de consultation, mais en même temps, ils sont assez lucides sur la situation. On est pressé par le temps. Il y a une réalité qui est que les débats ne vont pas vraiment être des débats. Les uns et les autres disent bon, ça va être une suite d'amendements. Et une suite d'amendements, ça n'est pas vraiment un débat. Donc globalement, cette envie d'avoir envie, elle va être un peu déçue. Est-ce que, justement, cette déception de cette envie d'avoir envie, si je vous suis, n'explique pas un autre fait marquant de ce sondage, c'est le soutien vraiment massif à l'idée d'un retour aux urnes ? Oui, parce que ils ont l'impression que finalement c'est politique et que, en particulier, ce Parlement, c'est l'envie de discussion au Parlement, mais l'impression que les parlementaires ne les représentent plus tant que ça. D'abord parce qu'il y a eu ce fameux Front populaire où il y a beaucoup de gens qui se disent il n'y a plus ce front, donc est-ce qu'on a voté d'une façon qui représente la réalité de ce qui se passe au Parlement ? Pas toujours certain. L'autre chose, c'est que c'est particulièrement le cas du RN et ça explique pourquoi les sympathisants RN sont si énervés et s'expriment à 82% en faveur d'une motion de censure. C'est que finalement, ils ont l'impression que l'élection leur a été un peu... n'a pas fonctionné de façon normale. Ils ont été fort surpris au deuxième tour. C'est-à-dire que souvent, ils avaient voté massivement au premier tour, pensant que désormais, ça n'était plus honteux, on pouvait le dire. Et au deuxième tour, ils ont eu des déconvenues assez fortes. Et donc, ils ont l'impression de nouveau de cette ostracisation perpétuelle. Et puis, vous avez la réalité du sentiment que la situation est exceptionnelle, qu'ils ont voté pour des hommes et des femmes qui les représentaient sur des grandes idées, mais que la situation exceptiennelle mériterait un retour aux urnes pour pouvoir discuter de cette situation exceptionnelle. Il y a un autre fait assez fort, un peu terrible d'ailleurs dans ce sondage, c'est le fait qui recueille le plus de soutien, c'est un départ d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est l'homme qui incarne la réalité de la situation. Les Français jugent que c'est toujours lui qui est responsable de cette situation, responsable via la dissolution, responsable via des choix qu'il a pu faire au fur et à mesure. Et donc globalement, assez logiquement, ils se disent si c'est lui qui est responsable, si on veut trouver des solutions, c'est mieux de ne pas prendre la personne qui était au cœur du problème pour essayer de trouver des solutions. La France Insoumise dépose encore une motion de destitution du président de la République. Est-ce que les Français, dans les sondages ou bien à travers les réseaux sociaux, soutiennent cette option ? En fait, Emmanuel Macron, il est impopulaire, mais il est aussi... il déclenche des remarques sur les réseaux sociaux qui sont plus qu'agressives. Et quand je dis plus qu'agressives, certains propos sont incroyablement violent. On peut ne pas être d'accord avec un homme politique, on peut trouver que le président de la République ne fait pas ce que vous aimeriez. De là à générer autant de violence, ça peut expliquer pourquoi les Français seraient d'accord pour qu'il s'en aille. Destitution ou démission, il y a des grands débats sur certains forums entre internautes. Globalement, il y a beaucoup de gens qui disent la démission serait sans doute préférable parce que ça redonnerait quelque chose d'une forme de grandeur. La destitution semble tellement peu
possible que c'est un débat qui vire au débat de techniciens sur certains forums, parce que les Français finissent par être quasiment des constitutionnalistes tellement ils s'intéressent au sujet. C'est ce que révèle également donc, les débats sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. D'ailleurs, je recommande votre livre sur les réseaux sociaux, qui est à lire, et qui est un modèle et bien sûr un classique du genre. Merci beaucoup Véronique Reissoult. Le sondage Bogbon Odoxa est à retrouver sur le site du Figaro avec effectivement tous les commentaires et toutes les analyses. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ces points-là, à l'heure où justement Sébastien Lecornu se dit au travail, satisfait que les débats puissent démarrer, puisque le Premier ministre a échappé aux 2 motions de censure ce jeudi qui étaient déposées par la France Insoumise et le Rassemblement National. On parlait du président de la République. Une des plus violentes crises qu'il aura dû affronter est celle des Gilets jaunes, crise qui l'analysait alors ainsi. Monsieur le Président de la République, au fond, ce que je veux faire comprendre aux Français, et notamment à tous ceux qui disent en quelque sorte, on entend le Président de la République, on entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde, et nous on parle de la fin du mois. C'est que nous allons traiter les deux, et que nous devons traiter les deux. Bonjour Alain Bauer. Bonjour. C'était en 2018, la fin du monde ou la fin du mois. Maintenant on a les deux. Voilà, vous tranchez pas, vous, dans votre livre. Ah si, je cumule. je cumule, car en essayant de... Faites du en même temps. Oui, ça change de l'entre-deux, par ailleurs. Mais oui, en fait, nous avons un double phénomène assez intéressant, qui est à la fois que la crise du Covid, des gilets jaunes, la crise sociale, la crise morale, la crise économique, la crise environnementale, la crise sécuritaire, la crise militaire, la crise sanitaire, au lieu de passer de l'une à l'autre, ce que nous avons tous vécu au fil des ans, on avait une crise, elle s'arrêtait, on avait un petit moment de répit, une autre arrivait. Elles sont toutes cumulées et aucune ne s'est terminée. Aucune. Nous les vivons toutes ensemble, ce que Clausewitz aurait pu appeler une crise totale, comme il appelait la guerre totale. Et ce phénomène-là est un phénomène d'autant plus intéressant qu'à force d'être affirmé, d'être brutalement rappelé, il est de plus en plus rejeté par une sorte de biais cognitif qui est que, en fait, non. Il n'y a pas vraiment de crise, ou c'est pas celle-là qui compte, comme si les autres n'existaient pas, ou comme s'il n'y en avait qu'une seule qui pouvait être traitée en même temps. Et donc j'ai voulu absolument reprendre, non pas une affirmation, je n'ai pas d'avis personnel, moi j'appartiens à la catégorie neutralité axiologique, je ne suis pas un militant, même pas un militant de la science. J'essaie juste de dire, écoutez, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais voilà ce qui se passe, voilà ce que les études, les recherches, les analyses nous disent, et nous sommes face à un rejet du réel qui est très impressionnant, parce que le Covid a tué la réalité, le principe de réalité, le principe de vérité. Bon, parce qu'avant, les politiciens avaient déjà tué la manière dont on pouvait les croire. Ils mentaient effrontément, donc à force, ça s'est vu. Malheureusement, les médias et les journalistes ont été entraînés en partie dans cette espèce de vérité alternative inventée en Angleterre d'abord, aux États-Unis ensuite, et qui s'est répandue sur toute la planète. Et puis durant le Covid, vous avez des spécialistes de tout et de rien qui venaient expliquer que c'était une petite grippette et que tout allait bien, que le masque ne servait à rien, et les mêmes qu'un jour après vous expliquaient qu'on était en train de tous mourir et qu'il fallait mettre des masques partout et s'isoler. Le fait de ne jamais expliquer des changements de point de vue qui sont légitimes, toujours dans l'arrogance, la suffisance, cette espèce de noblesse d'État, a amené mécaniquement, et particulièrement en France, à la fin de la vérité scientifique. Ce qui était la démonstration n'existe plus. Et je rappelle au tout début du livre une phrase de Valérie Masson-Delmotte qui dit « Même si l'océan entrait en ébullition, les climato-sceptiques n'y croiraient pas. » Et en fait, c'est vrai. Aujourd'hui, il est impossible d'affirmer quelque chose comme une vérité révélée. Il faut entrer dans un process très différent qui est créé du doute. Pardon, je vais encore vous charrier, mais là, je retrouve l'ancien grand maître du Grand Orient contre la vérité révélée. Mais non, moi je crois à la vérité révélée. Vous croyez à la vérité révélée ? Mais pas la même. Vous savez que les francs-maçons croient au grand architecte. Beaucoup. Ça dépend, il y a ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas du tout. Oui, mais parce qu'ils ont le droit. Ce n'est pas une obligation.
Que vous inspire, je voudrais revenir avec vous sur les questions d'actualité, parce qu'elles rentrent en résonance avec votre livre. Que vous inspire la suspension de la réforme des retraites ? Nous avions une excellente réforme proposée par la CFDT qui était la retraite à points. Un sujet remarquable, expérimenté, fonctionnel. Alors, il y avait un débat, parce que pour certains, c'était quand même une véritable usine à gaz, la retraite à points. Elle existe pour Agir Carco, elle fonctionne très bien et c'est en excédent. C'est parce que l'État ne le gère pas que ça marche bien. Donc j'ai bien compris que la noblesse d'État avait décidé que comme il ne savait pas gérer et que quelqu'un d'autre gérait mieux qu'eux, autant qu'il continue à mal gérer. C'est un process. C'est intellectuel, mais c'est dangereux. Donc il y avait une proposition excellente de la CFDT de Laurent Berger. Elle insupportait notre président de la République parce que ce n'est pas lui qui avait eu l'idée et que quelqu'un avait l'air plus intelligent que lui et que c'était insupportable. Vous savez, comme le dit Alain Minc, il y a un petit côté narcisse qui rencontre hubris et on a Emmanuel Macron, ce qui est un peu difficile. Je dis ça parce que Alain Minc l'a dit d'une manière beaucoup plus désagréable que moi. Oui, oui. Mais le sujet c'est un amoureux était là. déçu, Alain Minc. Oui, c'est vrai. Très, très déçu. Mais il y avait ce projet. Ce projet était fonctionnellement efficace. Il pouvait régler les problèmes des carrières longues, des femmes au foyer, des carrières difficiles, parce qu'on jouait sur le nombre de points, comme Agir Carco le fait si bien. Elle a été jetée pour faire cette usine à gaz avec l'âge pivot, qui est une pure création et d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. Là, les deux s'y sont mis pour une fois, avec une détermination. Et porté par Elisabeth Borne. Et porté par Elisabeth Borne. Alors, je ne sais pas si c'était à l'insu de son plein gré ou pas, puisqu'elle change beaucoup ces temps-ci. Mais la réforme des retraites pose un problème qui n'est toujours pas résolu, comme la question que j'avais traitée dans la conquête de l'Ouest sur l'immigration et démographie, qui a dit on ne peut pas traiter l'un sans l'autre. Donc, c'est assez facile. Quand on commence à travailler à 15 ans, qu'on s'arrête de travailler à 65 et qu'on meurt à 70, on peut faire tout ce qu'on veut avec les régimes de retraite. Quand on commence à travailler à 25, qu'on s'arrête à 55 et qu'on meurt à 85, ça ne marche plus. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous avez été proche de Michel Rocard, vous avez été rocardien, et que... Toujours, j'appartiens à la catégorie réserve pour un dire. Peut-être pas opérationnel. Mais précisément, Rocard disait que c'était une réforme qui avait de quoi faire, je cite de mémoire, péter plusieurs fois la Ve République. Oui, il a raison. On y est, non ? Oui, bien sûr. Mais c'est un cumul. S'il n'y avait pas eu la crise des Gilets jaunes, s'il n'y avait pas la crise... Et peut-être que justement, à cette époque-là, il aurait fallu prendre des mesures qui s'imposent, notamment sur, je reprends le thème d'un de vos précédents livres, notamment en matière de politique familiale. Bien sûr. Et qui n'ont pas été prises. À ce moment-là. Non seulement elles n'ont pas été prises, mais elles existaient dans les gouvernements précédents, elles ont été liquidées, notamment sous François Hollande. Mais personne n'a refait d'efforts parce qu'à l'époque, la démographie n'était pas un problème, puisque nous étions le pays qui faisait le plus d'enfants. Aujourd'hui, nous sommes à moins pour la première fois. Mais je fais du Alain Boer. On se rassurait en disant qu'on avait plus d'enfants. Mais un certain nombre de démographes, Gérard François Dumont notamment, Alfred Sauvy, pour ne pas le citer, il y a très longtemps, déjà alerté sur le déclin. Oui, mais c'était un déclin acceptable ou relatif. Là, l'effondrement, parce que le problème, c'est le passage à l'effondrement. Vous savez, ce qu'on dit, c'est que la goutte qui fait déborder le vase n'est pas plus grosse que toutes les autres gouttes. C'est juste la dernière. Et donc, nous sommes. Et on l'avait raconté, on l'a prédit, on peut retrouver. Mais tout le temps. Mais nous passons notre temps, pas seulement moi, mais de très nombreux collègues, à raconter des choses qui vont avoir lieu et que personne n'écoute parce qu'on n'y croit pas et surtout parce qu'on ne veut pas y croire. C'est ça. C'est le biais cognitif qui est un refus du réel. Parce que tant qu'on n'y est pas, on n'y est pas. Et quand on y est, alors là, on est dans le mode panique. Il est très difficile en France de passer du mode capacité à convaincre doucement, lentement, de manière pédagogique, à on va attendre que ça soit le dernier moment, parce qu'à ce moment-là, de toute façon, les faits vont. Et ce n'est pas, malheureusement même pas le cas, puisque vous voyez, en matière climatique, par exemple, et ma position n'est pas du radicalisme écologiste. J'écris bien qu'on ne peut pas sauver l'humanité en tuant les humains. C'est-à-dire qu'à un moment, la radicalisation des deux camps, les ultra-radicaux de l'écologie et les ultra-radicaux de « mais non, il faut continuer à faire comme d'habitude parce qu'en fait, on va s'en sortir comme d'habitude », sont tous les deux ensemble en train de nous envoyer dans le mur. Alors justement, un de vos chapitres est « Croissance ou décroissance ». Vous posez la question, quelle est votre réponse ? Une croissance maîtrisée. C'est quoi une croissance maîtrisée ? Prenez Paris, par exemple. Vous aimez beaucoup Paris, je pense que vous circulez de temps en temps. J'essaye. Oui, c'est compliqué. Voilà. Surtout quand on vient de banlieue, encore plus compliqué. Vous avez un choix qui est de dire plus de voitures thermiques. On comprend. Vous avez un choix qui est de dire plus de voitures du tout.
Mais à un moment, vous ne pouvez pas expliquer que plus de voitures du tout est une solution à la circulation à Paris. Donc vous êtes obligé de faire un accord. Pourtant, on va vers ça. Hein. Oui, mais c'est un choix qui empêche ceux qui viennent de banlieue et même une partie de ceux qui vivent à Paris. Parce que si vous ne l'accompagnez pas d'un processus à peu près intelligible, vous auriez dit en 2035, il n'y aura plus que des voitures hybrides, tout le monde aurait compris. L'idée il n'y a plus que des voitures électriques amène quoi? L'effondrement de la filière automobile française, la victoire absolue de la Chine et absolument aucune d'un point de vue écologique n'est pas aucune capacité de circuler à Paris. Pourquoi? Parce que nous avons des idéologues. En fait, ce n'est pas de la science, c'est un culte. Ce n'est pas un discours, c'est un sermon. Et il y a des sermons sur l'écologie. Et puis, il y a des sermons sur drill, 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 ou d'arrache, d'arrache, puisque je suis revenu aux Écritures, puisque vous aimez bien que je refasse un peu de droit canon comme dans ma jeunesse. D'arrache, d'arrache, c'est creuse, creuse, mais c'est creuse. Vous avez même fait de l'exégèse, Alain Boer. Oui, bien sûr, creuse en toi-même autant que creuse à l'extérieur. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on oublie toujours la deuxième partie. Et c'est très intéressant votre chapitre justement où vous citez Donald Trump même. Oui. Le mot n'est pas de lui d'ailleurs. Il l'a emprunté, mais drill baby drill. Mais il le recite assez régulièrement. Et d'ailleurs, Gaëtan de Capelle reprend ce matin d'ailleurs en édito de Figaro. Bien sûr. En faisant un jeu de mots sur Olivier Faure. La nomination de Monique Barbu au gouvernement vous inspire quoi? Rien, je ne la connais pas bien. Je l'ai entendue à un sommet international où était d'ailleurs présent le président de la République. C'est quelqu'un qui est très engagé sur ces questions. Mais est-elle capable de faire mieux que ses prédécesseurs et prédécesseuses c'est-à-dire en influant suffisamment sur un gouvernement aujourd'hui qui, pour survivre, fait des concessions que chacun d'entre nous aurait pu considérer comme totalement invraisemblables avant le discours de politique générale du Premier ministre non, donc le problème c'est la cohérence. Non, la question que je vous pose sur Monique Barbu, c'est que on sent bien que c'est un gage donné aux partisans, aux écologistes durs. Elle est opposée elle a été opposée au nucléaire. Est-ce que justement c'est le genre de nomination sage auquel vous appelez dans votre livre? Si c'est prendre la nomination toute seule, comme si le ministère de l'écologie était le ministère de tout, la réponse serait probablement non. S'il y a un équilibre entre à la fois les besoins et les enjeux, vous savez, les écologistes sont passés de pas de nucléaire du tout à oui, mais le carbone c'est quand même important, donc quand même un peu de nucléaire. Mais chaque fois dans des positions extraordinairement dures, à sens unique. En tuant Superphénix et Fessenheim au passage. Et voilà. Et à un moment, il y a quelqu'un qui téléphone, est-ce qu'on peut rebrancher Fessenheim comme si c'était un on-off, vous savez, comme s'il y avait un bouton, ça marche pas comme ça. Et donc l'inculture scientifique, alors considérable, nos responsables politiques, il faut entendre l'ancien patron du commissariat à l'énergie atomique, y compris chez vous d'ailleurs, dire à quel point il s'est trouvé effaré de gens qui ne comprenaient rien à rien, qui n'avaient pas les bases minimales, qui n'avaient même pas regardé sur Wikipédia peut-être. Enfin vraiment, le niveau zéro est un problème majeur en termes de souveraineté, et aussi en termes d'équilibre entre une démarche naturelle de préservation de la planète, mais du fait qu'on est quand même obligé de sauver les gens qui sont dessus et qui ont un travail. Quelle est la définition de déclinocène? Déclinocène, eh bien, c'est la fin. C'est ce le commencement de la fin. Mais je précise bien que je parle de l'anthropocène consommateur. Je ne suis pas pour la fin du monde. Alors, vous avez pu noter d'ailleurs que j'ai mis l'Arche de Noé. Quelques-uns seront sauvés. Le problème, c'est qui? Parce que pendant que nous discutons de ça, d'autres, notamment les géants de la tech, les milliardaires, eux, ils se préparent déjà à partir sur Mars ou dans des îles désertes en Nouvelle-Zélande. Eux, ils sont déjà compris. Vous croyez à ça et au transhumanisme? Oui. Et vous? Quand moi je vois un milliardaire qui croit que le monde va s'effondrer et qu'il faut partir sur Mars, je l'écoute. C'est comme quand j'écoute un terroriste ou un dictateur. J'écoute ce qu'il dit et je crois qu'il va le faire. Déclinocène, le nouveau livre de Alain Boer. On n'est pas forcément toujours d'accord ou parfois un peu troublé, mais c'est toujours très intéressant. Sauver les humains ou la planète, c'est chez Fayard, collection Choses Vues. Et c'est à lire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très vite sur le site du Figaro.